André le géant. Il n'était pas seulement l'homme sur les écrans de cinéma ou dans les rings de lutte. Ce qui s'est passé dans ces derniers jours était quelque chose de brut, quelque chose de personnel, et le monde n'a jamais eu l'occasion de le voir. Ce n'est pas seulement une histoire de mort, c'est ce que quelqu'un choisit de dire quand il sait que le temps presse. Et une fois que vous entendrez ce qu'André a dit avant de fermer les yeux, pour la dernière fois, vous ne l'oublierez jamais. Alors restez avec nous, car aujourd'hui, nous révélons tout. Numéro 1. Le géant qui ne pouvait pas s'arrêter de grandir. André-René Rousimov n'est pas né géant. Il était né un bébé en bonne santé, de taille moyenne, le 19 mai 1946, à Coulommiers, en France, une petite ville à l'est de Paris. Ses parents, Boris et Marianne Rousimov, étaient d'origine slave. Son père était un immigrant bulgare et sa mère était polonaise. Aucun d'eux n'était particulièrement grand. En fait, la taille d'André était un mystère au début, un mystère qui se dévoilerait lentement au cours de son enfance. À l'âge de 10 ans, André mesurait déjà plus de 1,80 m. Sa croissance rapide dépassait tout ce que quiconque dans son petit village avait jamais vu. Mais ce n'était pas seulement une question de génétique ou d'une poussée de croissance soudaine. La taille d'André avait une cause médicale qui ne serait diagnostiquée que des années plus tard, l'acromégalie. L'acromégalie est un trouble rare résultant d'un excès d'hormones de croissance, généralement causé par une tumeur bénigne sur la glande pituitaire. Chez les enfants, cela entraîne un gigantisme, une croissance accélérée des os et des tissus. Pour André, cela signifiait une vie définie par sa taille, littéralement et figurativement. Ses mains, ses pieds et ses os du visage continuaient de grandir tout au long de sa vie, provoquant des douleurs chroniques et contribuant à une multitude de complications physiques. Mais rien de tout cela n'était connu dans ses premières années. Tout ce que les gens voyaient, c'était le spectacle d'un jeune homme exceptionnellement grand. En 1971, il attira l'attention de Vince McMahon Sr., le patriarche de la Fédération mondiale de lutte, ou WWF. McMahon vit ce que d'autres n'avaient aperçu qu'en passant, le potentiel d'André pour devenir une star mondiale. Mais d'abord, il devait être reconditionné. Le nom Jean Ferré ne ferait pas l'affaire. Il avait besoin de quelque chose de plus simple, de plus grand, de plus inoubliable. Et ainsi, André le géant est né. Vince construisit une aura autour d'André. Il était casté comme le grand homme, l'invincible, celui qui ne pouvait pas être mis à terre. À une époque avant Internet, avant les réseaux sociaux, la lutte était une question de mystique, et André incarnait cette mystique mieux que quiconque. Les fans étaient informés qu'il mesurait 2,24 mètres et pesait plus de 227 kg. Les chiffres étaient exagérés, mais personne ne les remettait en question. Quand vous vous teniez à côté de lui, les chiffres n'avaient pas d'importance. Il faisait paraître des hommes adultes comme des enfants. Au cours des années 1970 et au début des années 1980, André luttait presque chaque nuit, souvent dans une ville ou un pays différent. Il voyageait constamment chaque nuit, souvent dans une ville ou un pays différent. Il voyageait sans relâche, endurant souvent des vols inconfortables et des séjours à l'hôtel dans un monde qui n'était pas conçu pour quelqu'un de sa taille. Il ne pouvait pas entrer dans les toilettes d'avion. Il ne pouvait pas dormir confortablement dans un lit standard. Les chaises se brisaient sous lui. Les tables de restaurant devaient en être poussées sur le côté. Pourtant, il n'a jamais arrêté. À mesure que sa renommée grandissait, sa souffrance augmentait également. Les effets de l'acromégalie commençaient à peser. Il commença à développer de fortes douleurs articulaires, sa colonne vertébrale commençait à se comprimer. Marcher devenait plus difficile, il avait besoin de ceintures de soutien et utilisait parfois des cannes. Mais publiquement, André ne se plaignait jamais. Dans le ring, il était toujours une force imposante, soulevant ses adversaires au-dessus de sa tête, les lançant comme des poupées de chiffon. Dans les coulisses, c'était une autre histoire. Il commença également à dépendre de l'alcool, non pas pour le plaisir, mais comme une forme de gestion de la douleur. Il est largement rapporté et confirmé par ceux qui le connaissaient qu'André pouvait boire jusqu'à 100 bières en une seule fois. C'était une question de survie. Les analgésiques ne fonctionnaient qu'en est pas bien pour lui, et les médecins avaient du mal à doser les médicaments pour un homme de sa taille. Alors il buvait, riait et endurait. Malgré ces défis, le charme et la chaleur d'André étaient pas indéniables. Il était connu pour son rire profond et tonitruant, son amour des cartes et sa générosité. Il avait un esprit joueur, et de nombreux lutteurs le décriraient plus tard comme un géant gentil. Les fans l'aimaient, ses collègues le respectèrent. Il était une légende en devenir, bien que peu savaient
combien il sacrifiait pour vivre à la hauteur de cette légende. Au début des années 1980, André était une icône de la culture pop, mais il était aussi un homme dont le corps commençait à lui faire défaut, morceau par morceau. Le monde n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, mais ces derniers mots vous feront pleurer. Numéro 2. Le dernier match. À la fin des années 1980, la légende d'André le Géant était complètement établie, mais le coût physique d'être cette légende l'était aussi. Bien que les fans voyaient encore la figure imposante qui avait autrefois régné sur le monde de la lutte avec une domination inarrêtable, dans les coulisses, la santé d'André déclinait. Son corps, poussé à l'extrême pendant des décennies, commençait à s'effondrer sous le poids de sa propre taille. L'acromégalie n'avait jamais cessé de progresser, et maintenant elle était implacable. Les articulations d'André se détérioraient rapidement. Il souffrait de douleurs dorsales sévères, de problèmes chroniques de hanches et d'une condition qui s'aggravait dans ses genoux, rendant les mouvements simples pénibles. Son énorme silhouette, qui avait autrefois fait de lui un spectacle dans le ring, était maintenant un fardeau. Il se déplaçait plus lentement, avec un inconfort évident. Dans le ring, il devenait de plus en plus clair que l'agilité et la force, qui avaient autrefois fait de lui un phénomène, s'étaient estompées. Malgré cela, André continuait. Il n'était pas obligé. Il aurait pu prendre sa retraite. Il l'avait largement mérité. Mais s'éloigner n'était pas facile, pas pour un homme dont toute l'identité était construite autour d'être le géant. Il aimait la lutte, oui, mais il ressentait aussi une profonde loyauté envers ses fans, envers les promoteurs qu'il avait construits et envers la personne qu'il était devenu. Pour André, entrer dans le ring était plus qu'un travail. C'était un mode de vie. Et peut-être à un niveau plus profond, c'était aussi une façon de continuer à lutter contre la douleur, contre le temps, contre l'inévitable. Il prenait moins de réservations pendant cette période, apparaissant de manière plus sélective. Il faisait des apparitions en caméo, travaillait dans des matchs par équipe pour réduire la pression physique et restait de plus en plus en dehors des projecteurs entre les spectacles. Lorsqu'il apparaissait dans le ring, il s'appuyait souvent sur les cordes ou d'autres lutteurs pour se maintenir en équilibre. Ses adversaires ajustaient leur performance pour l'accommoder, comprenant la vérité non dite. André était toujours un géant, mais il souffrait. Pendant cette période, André commença à passer plus de temps au Japon, où il était encore profondément respecté. Les fans de lutte japonais le vénéraient comme une légende et les promoteurs le traitaient avec admiration. Le calendrier là-bas était moins éprouvant et les matchs respectaient souvent davantage sa condition. C'est au Japon qu'il lutterait dans ce qui deviendrait son dernier match, bien que personne ne savait à l'époque que ce serait le dernier. Le 4 décembre 1992, André monta sur le ring une dernière fois. L'emplacement était le Korakuen Hall, à Tokyo, au Japon. L'événement était un match par équipe de 6 sous la bannière de la All Japan Pro Wrestling. André s'associa à 2 lutteurs japonais emblématiques, Giant Baba et Rusher Kimura. Leurs adversaires étaient Haruka Aigan, Masanobu Fuchi et Motoshi Okuma. Le match n'était pas très médiatisé et selon la plupart des témoignages, il n'était pas remarquable en termes d'action de lutte. André ne fit pas grand-chose dans le ring. Il entra brièvement, délivra quelques coups, puis sortit. La foule réagit avec révérence, sachant qu'elle était témoin d'un morceau d'histoire. Bien que ses mouvements soient limités et son endurance faible, le simple fait de le voir là, partageant le ring avec 2 des vétérans bien-aimés du Japon, suffisait. André n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'y a pas de fin dramatique à raconter, pas de dernier moment de gloire, pas de discours d'adieu émouvant. André n'annonça pas que ce serait son dernier match. Il ne fit pas de spectacle. Il fit simplement ce qu'il avait toujours fait. Il lutta, silencieusement, douloureusement, avec dignité, puis il partit. Dans les coulisses, ceux qui l'ont vu savaient qu'il n'était pas bien. Sa respiration était laborieuse. Il avait besoin d'aide pour marcher. Il ne restait que rarement debout longtemps, mais André balaya les préoccupations. Il n'aimait jamais parler de sa santé. Quand les gens demandaient comment il allait, il souriait et disait « Je suis encore là ». C'était une phrase qu'il avait répétée de nombreuses fois auparavant, et maintenant elle avait un poids qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Après le match à Tokyo, André ne rentra pas immédiatement en Amérique. Il avait une autre obligation, une qui signifiait plus pour lui que n'importe quel événement de lutte. Il allait en France. Le match de Tokyo n'était pas un adieu prévu. Il n'y avait pas de tournée d'adieu, pas de fête de retraite. André ne savait probablement pas que ce serait la dernière fois qu'il porterait ses bottes dans un ring. Mais la vie, comme elle le fait si souvent,
avait son propre plan. Dans les semaines précédant le match, André avait marché avec l'aide d'une canne. Certains disent qu'il utilisait des béquilles hors caméra. Sa colonne vertébrale se compressait à cause du poids de son haut du corps. Son cœur, déjà stressé par des années de travail supplémentaires pour soutenir sa masse, s'affaiblissait. Il savait que son temps était limité. Les médecins l'avaient averti pendant des années qu'il ne vivrait pas longtemps. Il lui avait dit sans détour qu'il ne passerait probablement pas 40 ans. Il avait 46 ans. Pourtant, André refusait d'arrêter de performer. C'était sa façon de garder le contrôle. Son corps l'avait trahi de toutes les manières possibles, mais performer lui donnait un petit morceau de pouvoir. Cela rappelait aux gens qu'il était toujours le géant. Le dernier match d'André n'a peut-être pas été couronné de feux d'artifice, mais il marquait la fin d'une carrière remarquable, presque mythique. Des arènes rugissantes de Madison Square Garden à une humble salle à Tokyo, son parcours avait fait le tour complet. Il avait commencé à lutter en Europe sans fanfare, et il l'a terminé au Japon avec un respect silencieux. Pas de spectacle, juste un homme faisant ce qu'il aimait, une dernière fois. Pour le monde, André le Géant était une figure imposante qui semblait intouchable. Mais en 1992, il était plus fragile que quiconque ne le réalisait. Chaque match était un test de volonté. Chaque pas dans le ring était un défi à la douleur, et chaque acclamation du public était un rappel de pourquoi il continuait. Ce dernier match, enfoui dans l'histoire de la lutte, était la sortie silencieuse d'un homme qui avait tout donné à un monde qu'il avait adoré, selon ses propres termes. Personne ne le savait à l'époque. Mais après cette nuit, André le Géant ne lutterait plus jamais. Numéro 3. Un voyage à la maison. En janvier 1993, André le Géant est retourné en France pour des raisons personnelles. Son père, Boris Russouzimov, était décédé. Le voyage à Paris marquait un retour rare chez lui. André avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte sur la route ou vivant aux États-Unis, loin de la paisible campagne de sa jeunesse. Bien que sa célébrité l'ait emmené autour du monde, les liens avec sa famille restaient vraiment forts. Et quand il a appris la mort de son père, il a pris la décision de retourner en France pour assister aux funérailles. Ce n'était pas un événement médiatisé. Il n'y avait ni caméra ni journaliste, juste un fils en deuil rentrant chez lui. À ce stade, la santé d'André avait considérablement décliné. Le voyage lui-même était difficile. Pourtant, il est parti quand même. Des amis et des proches ont dit plus tard qu'il n'hésitait pas. Il devait être là. Les funérailles ont eu lieu à Oussy-sur-Marne, la petite ville à l'est de Paris, où André avait passé une partie de son enfance et où sa mère vivait encore. C'était une affaire modeste. André a gardé un profil bas. Il n'était pas là en tant que géant, il était là en tant que fils. La plupart de ses fans n'ont jamais su qu'il était parti, les médias ne l'ont pas suivi. Et c'est ainsi qu'il le voulait. Après les funérailles, André aurait pu retourner immédiatement aux États-Unis. Il n'avait rien de prévu professionnellement, pas de réservation, pas d'engagement. Mais au lieu de cela, il est resté. Il a prolongé sa visite pour passer du temps avec sa mère, Marianne, dont l'anniversaire approchait. Elle venait de fêter ses 82 ans. C'était une visite qui avait du poids. André n'était pas rentré chez lui depuis des années. Le temps qu'il a passé avec sa mère était profondément important pour lui, et peut-être qu'il pressentait que cela pourrait être la dernière fois. Sa famille s'y avait toujours été discrète, mais ceux qui étaient d'un proche d'André ont décrit cette période comme paisible, voire joyeuse. Pour un homme habitué à vivre dans des chambres d'hôtel, des aéroports et des arènes, être dans le calme de sa maison d'enfance était réconfortant. Il a séjourné à l'hôtel de la Trémoille à Paris, mais a fait des visites fréquentes à Oussy-sur-Marne pour voir sa mère. Les habitants se souvenaient tant de l'avoir vu dans des cafés familiers, profitant de plaisirs simples. Il a rendu visite à de vieux amis, des gens qu'il connaissait avant la célébrité, avant la lutte, avant que le monde ne connaisse son nom. Avec eux, il n'était pas André le Géant. Il était juste Dédé, le surnom qu'il avait porté étant enfant. À cette époque, André passait beaucoup de temps à jouer aux cartes. C'était l'un de ses passe-temps préférés, quelque chose qu'il faisait à la fois pour se détendre et pour se connecter. Il s'asseyait pendant des heures, riant souvent aux éclats, toujours pleinement présent dans l'instant. Malgré la douleur qu'il ressentait constamment, ceux qui étaient avec lui disaient qu'il semblait à l'aise. Il était entouré de personnes en qui il avait confiance. Il n'y avait pas de spectacle, pas de foule, juste des moments calmes, des dîners en famille, des conversations près du feu, des histoires partagées autour du vin et des cartes. Ce sont le genre d'expériences qu'il avait rarement, pendant ces années, sous les projecteurs. Maintenant, elles semblent plus importantes que jamais.
André a gardé une routine simple pendant son séjour en France. Il n'a pas assisté à des événements publics ni fait d'apparitions médiatiques. Il a marché dans les mêmes rues qu'il avait parcourues étant adolescent. Il a visité des endroits qui avaient l'air des souvenirs. Et tout en faisant cela, il est resté proche de sa mère. Ses amis ont dit qu'il ne parlait pas beaucoup de sa santé, mais il était évident qu'il ne se portait pas bien. Ses mouvements étaient lents. Monter et descendre des voitures demandaient des efforts. Il marchait avec difficulté, s'appuyant sur les murs ou les meubles si nécessaire. Pourtant, il n'a jamais laissé cela interférer avec le temps qu'il passait avec sa famille. Ce voyage était plus qu'un chagrin. C'était une question de reconnexion, de clôture, peut-être même de préparation. Il était là pour dire au revoir, non seulement à son père, mais peut-être à la vie qu'il avait autrefois. Au fil des jours, André était resté principalement à l'écart, mais ceux qui l'ont croisé durant cette période se souviennent de sa présence. Même diminué par l'âge et la maladie, il restait une figure inoubliable. Mais il y avait une douceur en lui maintenant, un sentiment que l'homme derrière le mythe prenait du temps pour ce qui comptait le plus. C'était un fils, un frère, un ami, prenant une dernière promenade à travers les lieux et les personnes qui l'avaient le façonné. Et ce faisant, il a fermé un chapitre que peu de gens seraient en témoins. Numéro 4. La nuit finale. Le 27 janvier 1993 était une soirée d'hiver ordinaire à Oussy-sur-Marne. Des rues calmes, un air frais et le rythme familier de la vie dans la petite ville française. Mais pour André le géant, ce serait sa dernière nuit. Ce soir-là, André a rejoint quelques amis proches dans un café local. Ils ont passé des heures ensemble, à discuter, à rire et à se remémorer le bon vieux temps. Il y avait du réconfort dans la routine. Des jeux de cartes, des taquineries légères, des souvenirs partagés d'il y a des décennies. Ceux qui étaient avec lui ont dit qu'il était de bonne humeur. Fatigué, oui, plus lent que d'habitude, mais content. Malgré le poids visible que son état avait sur lui, André a fait un effort pour profiter du moment. Il a parlé de sa famille, de ses récents jours passés avec sa mère, et a même fait des projets timides pour revenir et visiter à nouveau. Personne ne soupçonnait qu'il y avait quelque chose de mal. Au fur et à mesure que la nuit avançait, André a dit ses adieux et est rentré à Paris. Il est retourné à l'hôtel de la Trémoille, un hôtel de luxe niché au cœur de la ville où il séjournait pendant sa visite. Le personnel le connaissait bien sûr. Même en France où il avait essayé de garder un profil bas, la taille et la présence d'André le rendaient impossible à manquer. Il s'est enregistré, est allé dans sa chambre et s'est installé pour la nuit. Il n'y avait aucun signe de détresse, aucune indication que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Il était seul quand il est allé se coucher. Le matin du 28 janvier 1993, le personnel de l'hôtel a trouvé André inanimé dans sa chambre. Les ambulanciers ont été appelés, mais il était trop tard. Il était décédé dans son sommeil. La cause officielle de la mort était une insuffisance cardiaque congestive. La nouvelle a été un choc. Bien que ceux qui étaient vraiment proches de lui savaient que sa santé se dégradait, peu s'attendaient à ce que la fin arrive si soudainement. Il n'avait que 46 ans. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le monde de la lutte et au-delà. Les fans étaient stupéfaits. Les collègues pleuraient la perte non seulement d'un artiste mais d'un ami. André le géant, l'homme qui semblait autrefois invincible, était parti. Mais dans ces dernières heures, il avait été entouré des choses qui comptaient le plus. Amitié, famille et familiarité. Pas de caméra, pas de projecteur. Juste un au revoir silencieux à une vie qui avait été plus grande que n'importe quelle arène ne pouvait contenir. Mais certaines choses concernant ces derniers moments ne commencent à être révélées que maintenant, des années après ce jour fatidique. Numéro 5. Le monde ne savait pas. Selon ceux qui lui étaient proches, peu de temps avant sa mort en janvier 1993, André avait passé du temps dans un hôpital parisien. Sa santé s'était rapidement détériorée ces derniers mois. Des rapports suggèrent que les médecins lui avaient déconseillé de ne pas voyager en France pour les funérailles de son père, préoccupé par la pression que cela mettrait sur son cœur déjà affaibli. Mais André a ignoré ces conseils. Des personnes proches de la famille disent que John Christensen était à ses côtés. Bien que leur relation ait longtemps été compliquée et distante, ils partageaient une fille, Robin. Elle avait 14 ans, à l'époque. Selon des témoignages de personnes familières avec la famille, Robin était également là, assise au chevet de son père. Silencieuse, observant, tenant sa main. Sa mère faisait de même. Il est difficile d'imaginer le poids émotionnel de ce moment. L'homme qui avait joué un géant dans la vie était maintenant fragile. Sa respiration était superficielle. Son corps,
autrefois symbole d'invincibilité, était réduit par des années de contraintes et de douleurs physiques incessantes, mais ses yeux gardèrent encore une présence, une conscience, une paix. La chambre d'hôpital était remplie du silence des choses non dites, le genre de silence qui existe lorsque le temps est court et que les mots semblent bien plus lourds que d'habitude. André, à peine capable de parler, aurait regardé sa fille. Certains disent bon qu'il lui a serré la main, d'autres disent qu'il a souri doucement comme s'il essayait de la rassurer, une dernière fois, que tout irait bien. Mais le moment le plus touchant fut lorsque André a passé un appel depuis sa chambre d'hôtel, la nuit même de sa mort. Ces derniers mots avant de mourir vous feront pleurer. La dernière heure d'André le géant avant sa mort était un moment de réflexion. La vérité a été révélée grâce à un ami de longue date de la famille. Après plus de 3 décennies à entendre des histoires sur lui dans le monde de la lutte, il a décidé de montrer au monde l'autre côté du Gentle Giant. Sur son lit de mort, au milieu de la nuit, André aurait appelé cet ami et dit « Je révèle tout et je te fais confiance pour transmettre le message au monde. La célébrité ne peut pas acheter le bonheur, ni l'argent. Je n'ai jamais été heureux. J'étais dans la douleur, je luttais. Et la seule chose que j'ai toujours espérée, c'était que ma fille ne traverse jamais ce que j'ai dû vivre. » Il a parlé du poids de la célébrité, de la solitude derrière les projecteurs et de la douleur qu'il cachait au monde. Il a révélé qu'il avait tenu un journal, des pages remplies de vérités qu'il n'avait jamais osé prononcer à voix haute, un témoignage de l'homme derrière le mythe. André voulait que sa fille ait le journal et apparemment, elle l'a eu. Mais elle n'en a jamais parlé, probablement parce que c'est trop personnel, trop douloureux. Peut-être que c'est encore le cas. Peut-être que nous ne saurons jamais ce qu'il a écrit, mais peut-être que nous ne devrions jamais le savoir. Réfléchissez-y. André n'avait pas de déclaration publique finale. Il ne le voulait pas. Ce n'était pas qui il était. Il a quitté ce monde comme il a vécu une grande partie de sa vie privée, entouré de personnes qui comptaient disant les choses, qui comptaient en le plus. En fin de compte, André le géant n'avait pas besoin d'une foule pour avoir un impact. Il avait besoin de la main d'une fille, du pardon d'une épouse et de la voix d'une mère. Il avait besoin d'une chance de rentrer chez lui, une dernière fois. Pourtant, lorsqu'il est décédé, le monde a réagi. Numéro 6. L'héritage qu'il a laissé derrière lui. Lorsque la nouvelle a éclaté le 28 janvier 1993, qu'André le géant était décédé, le monde était stupéfait. Les hommages affluaient du monde entier, des lutteurs, des acteurs, des fans et des amis, tous pleurant la perte d'un homme qui était devenu plus grand que nature, tant par sa stature que par son esprit. Le plan initial était d'enterrer André en France, aux côtés de son père, dans le pays où son voyage avait commencé. Mais ce n'était pas ce qu'André voulait. Selon ses souhaits, André devait être incinéré, et ses cendres dispersées à son ranch à LRB, en Caroline du Nord, loin des projecteurs. Le transport de ses restes aux États-Unis n'a pas été facile. Son corps a dû être incinéré en France, et même cela a été difficile. En raison de sa taille, une chambre d'incinération spéciale a dû être organisée. Finalement, ses cendres ont été transportées et dispersées au ranch, réalisant sa dernière demande. Il n'y a pas eu de funérailles publiques, pas de conférence de presse, juste comme il le voulait. Dans son testament, André a clairement exprimé ses intentions. Il a laissé sa succession à Robin, s'assurant qu'elle serait prise en charge. Cela incluait sa propriété en Caroline du Nord, ses redevances et les droits sur son image et son nom. C'était un dernier acte de soin, une manière de transmettre quelque chose en avant même s'il n'avait pas toujours été présent dans ses premières années. Au fil du temps, Robin a commencé à embrasser l'héritage de son père, apparaissant à des conventions, partageant des souvenirs et protégeant l'image de l'homme que le monde adorait. Bien que leur temps ensemble ait été limité, le lien qu'ils partageaient a laissé une empreinte dans sa vie, tout comme André a laissé une empreinte sur le monde. Et quel impact il a eu. André était un symbole d'unicité, de différence, de quelqu'un qui a brisé tous les moules et a trouvé un moyen d'être aimé par des millions. Il a changé l'industrie de la lutte, ouvrant la voie à l'ère axée sur le spectacle qui suivrait. Sans André, il n'y a pas de WrestleMania tel que nous le connaissons. Pas de Hulk Hogan projetant le géant imbattable devant des milliers de fans. Pas de modèle sur la façon dont la lutte pouvait mélanger mythe et réalité. Et pourtant, ce dont les gens se souviennent le plus, ce n'est pas seulement de la taille. Ils se souviennent du rire, de la façon dont il faisait sentir aux gens de la voix profonde, du cœur chaleureux, de la présence tranquille qui remplissait une pièce sans un mot.
Ceux qui le connaissaient disent bon, qu'il pouvait être intimidant, c'est vrai, mais il était aussi généreux, joueur et loyal. Il n'a jamais demandé à être célèbre, il a juste vécu une vie que personne d'autre ne pouvait. En fin de compte, André le géant a laissé derrière lui plus que des cendres et des distinctions. Il a laissé un héritage construit non seulement sur l'échelle, mais sur la sincérité. Il n'était pas parfait. Il était humain tout comme nous tous. Il était un géant. Mais plus important encore, il était André. Et il ne sera jamais oublié. Que pensez-vous du gentil géant maintenant? Faites-le nous savoir dans les commentaires.